Emmanuel Kant a une doctrine du mariage. Ça se trouve dans un ouvrage qui s'appelle Métaphysique des mœurs, où après avoir traité des vertus singulières d'un sujet, doctrine de la vertu, il traite des vertus publiques, collectives, donc doctrine du droit. Et alors, il y a un chapitre sur le droit conjugal. Le voici. Le droit conjugal. La communauté sexuelle, commercium sexuale, je cite le latin et je le traduis au fur et à mesure, est l'usage réciproque qu'un homme peut faire des organes et des facultés sexuelles d'une autre personne, usus membrorum et facultatum sexualium alterius, c'est-à-dire l'usage des membres et des facultés sexuelles de quelqu'un d'autre, et cet usage ou bien est naturel, c'est celui par lequel on peut procréer son semblable, ou bien est contraire à la nature, et ce dernier peut avoir lieu soit avec une personne du même sexe, soit avec un animal d'une autre espèce. Ces transgressions des lois, ces vices contraires à la nature, crimina carnis contra naturam, crime de la chair contre la nature, que l'on dit aussi innommables, sont des injures envers l'humanité en notre personne, qu'aucune restriction ou exception ne saurait sauver d'une réprobation totale. Quant au commerce naturel des sexes, il a lieu ou bien suivant la simple nature animale, vaga libido, la libido qui va un peu partout, Venus vulgivalga, la Vénus prostituée, fornicatio, ou bien suivant la loi. Dans le dernier cas, il s'agit du mariage, matrimonium, c'est-à-dire de la liaison de deux personnes de sexe différent qui veulent, pour toute leur vie, la possession réciproque de leurs facultés sexuelles. Que la fin, mettre au monde des enfants et les élever, soit une fin de la nature en vue de laquelle elle a implanté en chaque sexe un penchant pour l'autre, cela se peut. Mais l'homme qui se marie n'est pas obligé, pour que son union soit légitime, de se proposer cette fin. Sinon, dès lors que cesserait la procréation, le mariage se dissoudrait, en même temps lui-même. Dans la supposition même où le plaisir, par l'usage réciproque des facultés sexuelles, en serait l'unique fin, le contrat de mariage ne serait pas chose arbitraire, mais tout au contraire, un contrat nécessaire selon la loi de l'humanité, c'est-à-dire que si l'homme et la femme veulent jouir l'un de l'autre réciproquement en fonction de leurs facultés sexuelles, ils doivent nécessairement se marier, et ceci est nécessaire d'après les lois juridiques de la raison pure. En effet, l'usage naturel qu'un sexe fait des organes sexuels de l'autre est une jouissance pour laquelle chaque partie se livre à l'autre. Je remarque que dans ce texte, très original par rapport aux doctrines du mariage qu'on peut trouver depuis Aristote à Hegel, etc., il limite bien l'idée du mariage à la sexualité et considère bien que la nature entre pour une part entière dans le droit. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'il faut prendre en compte la nature de l'homme et de la femme, qui sont des êtres sexués, et il faut faire advenir cette sexuation, cette sexualité qui leur est commune, dans le droit. Évidemment, on dira, bah oui, c'est normal, il faut avoir des enfants. Et alors, ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'il n'exige pas du tout qu'on ait des enfants, qu'on doive se marier pour avoir des enfants, contrairement à une doctrine qui sont souvent proférée, qu'on se marie pour avoir des enfants. Non, on se marie pour avoir le droit de se servir des organes sexuels de l'autre parce qu'on est un animal sexué. Évidemment, la nature ne doit pas supporter qu'on épouse, et encore moins qu'on couche avec des êtres du même sexe, homosexualité, ou avec des animaux, et encore moins alors avec des choses, des
voire des figures mathématiques, puisqu'il y a des perversions qui sont de cet ordre. Dans la psychopathie asexualiste de Krafft-Ebing, il y a des gens qui s'excitent avec des figures mathématiques. Et alors, il en déduit que, par conséquent, le mariage est un droit, mais c'est un droit qui porte sur les organes sexuels de l'autre, et donc on est le propriétaire. L'homme est propriétaire des organes sexuels de sa femme, et la femme est propriétaire des organes sexuels de l'autre. C'est égalitaire d'une certaine façon. Ça veut dire qu'elle est aussi bien propriétaire de la queue de son mari, pour appeler les choses par leur nom, que le mari est propriétaire du con de sa femme, pour appeler les choses par leur nom. Je laisse de côté le problème des seins que Kant n'aborde pas et de l'anus qu'il ne semble pas aborder non plus. Mais enfin, il aborde beaucoup de choses déjà, beaucoup plus que beaucoup de philosophes. Alors, ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'il y ajoute la considération suivante, c'est qu'à partir du moment, parce que vous allez dire, on retrouve d'une certaine façon la doctrine de l'objet partiel, c'est-à-dire, c'est tout à fait essentiel que dans la sexualité, on se serve de l'organe ou de l'objet partiel et que ce soit cela qui cause le désir. Mais il va jusqu'à prétendre, c'est dans la suite quand il dit, en cet acte, l'homme fait de lui-même une chose, ce qui contredit au droit de l'humanité en sa propre personne. C'est-à-dire on ne doit jamais se rendre l'objet de l'autre. Sinon, c'est de l'esclavage. Mais ce qui sauve le fait qu'on soit pour une fois l'objet, c'est-à-dire que la femme soit votre objet et que l'homme soit l'objet de cette femme, ce qui sauve la chose, c'est que, en réalité, par un membre de l'individu, on attrape le corps tout entier. Alors là, c'est une doctrine qu'il a. On ne peut pas se servir seulement du corps, donc ça n'est pas le corps, ça n'est pas l'organe sans corps, c'est le corps c'est l'organe avec corps. C'est-à-dire, vous attrapez votre mari par la queue, vous attrapez votre femme par la chatte, tout le corps vient avec, n'est-ce pas ? Et par conséquent, c'est par là que le mariage est indissoluble, parce que vous avez affaire à l'être tout entier. Et ce qui le dissoudrait, c'est que vous puissiez tout d'un coup séparer ceux dont vous êtes propriétaire. Je commente plus qu'il ne le fait lui-même. Et vous seriez propriétaire plus de l'organe séparé du corps que du corps entier. Non, en réalité, tout le reste vous appartient aussi, quoique vous ne soyez pas propriétaire de l'homme ni propriétaire de la femme. Donc il a cette doctrine singulière sur laquelle on pourrait s'interroger et qu'on ne retrouve à ma connaissance pas chez Hegel, où c'est le mariage est finalement quand même, bien sûr, l'entrée de la nature dans le droit, mais la société à ce moment-là a son droit, et de là ça va jusqu'à l'État, et la religion, et le savoir absolu, etc. Ici, il ne s'agit pas du tout de l'État, il ne s'agit pas du tout de la religion, il s'agit simplement de quelque chose qui est tout à fait singulier, quasiment fétichiste, qui est la doctrine de la propriété des organes sexuels du partenaire, laquelle est tellement un droit qu'elle est imprescriptible, c'est-à-dire elle ne peut pas cesser. Ce qui veut dire que le mariage ne peut pas être dissous, comme il vient de le dire dans ce que j'ai lu, parce qu'on n'a pas d'enfant. Un mariage sans enfant, c'est pas grave, c'est quand même un mariage. Il ne parle même pas du consentement des époux, encore que ça entre en ligne de compte, puisqu'à partir du moment où il tient bien compte du fait qu'il faut qu'un homme tombe amoureux d'une femme et une femme amoureuse d'un homme pour que tous deux décident de pratiquer un mariage et par conséquent de se dire oui. Alors là, il n'entre même pas dans le fait que par exemple, Hegel entre dans le fait que le langage est fondamental dans le mariage, c'est-à-dire qu'à un moment, il faudra qu'on dise oui plutôt que non. Ça me fait penser à cette femme dont on racontait un jour que à l'église, alors je ne sais pas comment elle était passée à la mairie, le curé lui demande « Voulez-vous épouser ?» etc. Elle dit non, et on dit pourquoi, et elle dit ben, « Vous êtes le premier qui me demande mon avis ». Je ne sais pas comment ça s'est résolu. Enfin, je raconte une histoire d'enfance. Et là, évidemment, ce que raconte Kant, c'est que sans qu'il entre dans le consentement des époux, sur lequel Claudel, par exemple, a fait tellement de développement, là, nous, c'est un droit qui, évidemment, est marqué par la société, mais que la société ne
prescrit pas, ne commente pas et sur lequel elle ne légifère pas, sauf sur le fait de ce droit qu'elle accorde à un être d'avoir la propriété sur les organes sexuels de l'autre, ce qui est une définition étrange. Et ce qui veut dire, je portais la chose jusqu'à son comble, parce qu'à partir du moment où l'organe sexuel de l'homme appartient à sa femme, elle n'a pas le droit de lui dire, si j'ose dire, passe-moi ta queue, puisqu'il va dire, mais non, c'est la tienne. Et réciproquement, si j'ose dire, il ne veut pas lui dire, montre-moi ta chatte, parce qu'elle est en droit de lui dire, mais non, c'est la tienne, mon chéri. Bon, quand on aurait haussé les épaules, si je lui avais raconté tout ça, ou il aurait beaucoup ri, après tout, il était bizarre, hein. Mais j'ai tenu à faire un commentaire de cette doctrine étrange, mais finalement, quand on y réfléchit, très freudienne, enfin, je n'ai pas entendu jamais Lacan commenter cette doctrine. C'est dommage, parce que je suis sûr qu'il, quand il a écrit Kant avec Sade, il savait très bien de quoi Kant se retournait. Mais ce qui est fascinant dans ce texte, qui n'est pas un des plus connus de lui, c'est une définition dont je pense que finalement elle est tout à fait recevable, même si le droit français étranger ne la garde pas. Si le droit universel, etc., ne le garde pas, parce que c'est quand même un petit peu cochon sur les bords, mais donc il faut toujours que... Dans un mariage, par exemple, à la mairie, on dit, est-ce que vous protégerez votre femme, est-ce que vous garderez vos enfants, est-ce que vous protégerez votre mari, est-ce que vous garderez les enfants, est-ce que vous élèverez, etc., etc. Mais on n'entre pas dans ce genre de détails. Mais là, Kant entre dans le détail. Le droit de propriété sur les organes sexuels de l'autre, c'est peut-être pas exactement dans ce paragraphe, mais ça entraîne, la conséquence est la suivante. C'est bien précis, on n'est pas propriétaire de sa femme, et la femme n'est pas propriétaire de l'homme, donc ça va à l'encontre de l'idée que la femme appartient à son mari. C'est absolument pas ça. Et encore moins que le mari appartient à sa femme. Encore moins même pas, non, c'est égal. C'est égal. De toute façon, il y a un certain égalitarisme, je ne sais pas s'il l'emprunte à l'idée qui se fait de la Révolution française, qui l'a quand même fasciné, puisqu'il a quand même déclaré que c'était la seule fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanité était arrivée à la moralité absolue, parce qu'elle avait tué le roi quand même, et qu'elle avait osé faire ça. Il était contre le fait qu'on tue le roi, mais que l'humanité, une fois dans son existence, dans son histoire, ait réussi ça, c'est quelque chose qui l'a fasciné. Aucun philosophe n'est allé aussi loin de ce point de vue-là. Et alors là, il va très loin aussi de la part de quelqu'un dont on sait très bien qu'il n'a jamais certainement connu ni homme, ni femme, ni chien, ni chat, ni quoi que ce soit de ce genre. Et donc, un récit très drôle de Thomas de Quincey qui s'appelle « Les derniers jours d'Emmanuel Kant » raconte qu'il accrochait pour ne pas serrer ses jambes avec des élastiques, je ne sais pas si les élastiques existaient, qu'il avait des systèmes de suspension avec des poids à roulettes pour pas que ses balles le serrent de trop près dans Königsberg. Une très grande pudeur affectée, mais une grande audace pour ce qui est de parler du réel de la sexualité, auquel il pense que la raison pratique, enfin que la philosophie doit se rendre et qu'elle doit traiter, si elle veut vraiment traiter du réel de la métaphysique des mœurs, c'est-à-dire de ce qu'on peut dire au-delà de ce qui est purement physique sur les mœurs en général, à condition qu'on les réfère aussi à une doctrine du droit. Le mariage a été très dévalorisé, mais il y a un moment à partir duquel, tout d'un coup, une fois qu'on a dévalorisé une chose, une fois qu'on ne croit plus au père, etc., et patati et patata, il y a un moment où on trouve que finalement, c'est une solution qui est plutôt agréable, commode, et indépendamment du fait que... Alors je laisse de côté le droit, mais indépendamment du fait, vous savez, Aristote, l'une des définitions du mariage d'Aristote, c'est habiter avec. Coucher avec, bien sûr, mais habiter avec. Habiter avec une femme, c'est ça qui prouve, c'est oikos, qui veut dire la maison, là où on est, et l'économie, c'est les lois qui font qu'on reconnaît que quelqu'un est marié au fait qu'il habite avec une femme.
Et la commodité de l'habitation, on revient toujours à cette question qui commence par « ce soir, on va chez toi ou chez moi ».